temps que nous avions pour ce premier bloc. Je vais maintenant céder la parole à la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre et toutes les équipes qui travaillent sur l'économie sociale. Je prends la balle au bon pour parler du sommet sur l'économie sociale qui va avoir lieu, vous le savez, les 14-15 mai prochains. Des acteurs de l'économie sociale qui représentent un grand pan de notre économie, là, je ne vais pas répéter les chiffres, vont proposer des grands projets et des grandes ambitions pour bâtir une économie plus juste qui travaille pour les Québécois et Québécoises. Lorsque le premier ministre a parlé d'une grande corvée économique devant la menace des tarifs de Trump, il n'a pas mentionné l'économie sociale, pas une seule fois dans cette corvée. Alors, ma question, c'est de savoir, vous, Monsieur le ministre, ainsi que le gouvernement, c'est quoi vos intentions? Avez-vous l'intention de... Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour appuyer concrètement les propositions qui vont être faites lors du sommet? Bien, je vais y être, puis je vais écouter avec attention. Les membres de l'équipe du ministère vont y être également. Moi, je ne suis pas là pour dire à quoi va sortir de là. Moi, je suis à l'écoute de l'écosystème, puis je suis au service de l'écosystème. Fait que j'ai très hâte d'entendre ce qu'ils vont dire. Donc, je sens une ouverture, pas seulement d'entendre, mais là, une fois qu'on l'a entendu, c'est de passer à l'action. Il y a bien sûr le PAGES, mais... La réalité, collègue, de l'économie sociale, c'est qu'on se donne dans la loi un programme, un plan d'action gouvernemental aux 5 ans pour s'assurer que l'écosystème est écouté. Tous les acteurs de l'économie sociale participent à la construction du PAGES, le plan d'action gouvernemental. Donc, je vais écouter avec intérêt ce qui se dit au sommet, mais le véhicule les acteurs, incluant le gouvernement dans ça, c'est l'exercice du PAGES qu'on a effectué ensemble. Et je vous rappelle, ça fait 1 an qu'on travaille à co-construire ensemble le prochain PAGES. Donc, le sommet va être certes intéressant, mais le véhicule privilégié par le gouvernement, c'est celui qui est prévu dans la loi, le PAGES. J'entends. Vous avez répondu une partie d'une question tout à l'heure concernant les pôles en économie sociale. Quand on parle d'économie sociale, c'est tout l'écosystème, l'accompagnement, en termes de le rôle dans la résilience territoriale pour renforcer les capacités à répondre aux besoins locaux. Les pôles sont sous-financés depuis plus de 10 ans. Ce qu'ils demandent, c'est un plan de rattrapage structurel. Vous avez dit tout à l'heure qu'il pourrait avoir une bonification, mais ce qu'ils demandent, c'est un plan de rattrapage structurel. Est-ce que ce plan va se trouver dans le nouveau PAGES? Bien, je ne vais pas dévoiler ce qu'on va retrouver dans le prochain PAGES ici aujourd'hui. Il n'est pas prêt à être annoncé. Mais est-ce qu'il y a une intention d'augmenter les montants qui sont destinés au pôle d'économie sociale? Je ne peux pas commenter le plan d'action tel quel. Il n'est pas encore lancé. Je n'exclus pas augmenter le budget des pôles, mais je ne peux pas confirmer rien. Un enjeu qui nous a été mentionné en rencontrant les différents pôles d'économie sociale qui travaillent dans plusieurs régions, c'est le fait de garder des ententes régionales avec les 22 pôles plutôt qu'avoir une seule entente. Je me sens vous entendre là-dessus. Nous, on a fait le choix qu'il serait mieux avec les équipes du ministère de gérer l'écosystème, de travailler avec l'écosystème que de gérer les ententes sectorielles. Beaucoup d'énergie du ministère était utilisée à gérer les ententes sectorielles. On préfère, nous, avoir une entente sectorielle avec le chantier et de leur laisser le soin de gérer les ententes sectorielles des 22 pôles. Ça veut dire en rien, zéro, que les pôles vont perdre leur autonomie, vont être redevables au chantier. Il n'y a rien de ça. C'est un outil qui va nous permettre de déployer les ressources du ministère adéquatement pour être au service de l'économie sociale directement et pas de gérer des conventions. Donc, c'est un changement administratif qu'on a fait. Il y a eu certaines réactions des pôles, mais moi, je tiens à vous rassurer, l'objectif, c'est pas du tout de s'éloigner, c'est de se rapprocher des pôles et de leur donner un véhicule, de se donner un véhicule unique pour interagir avec eux. Mais la crainte, en laissant de côté ces 22, parce que c'est 22 ententes régionales, c'est le lien direct avec les gouvernements, puis aussi les aspects qui sont spécifiques à chaque région et qui permettent de garder ces pôles-là vivants et déployer l'accompagnement. Donc, est-ce que, parce que vous le dites, vous avez changé, je les ai rencontrés, les pôles, ils nous disent que c'est au-delà d'un changement administratif, ça va changer la façon comme on travaille, ça va changer les liens avec le gouvernement. Pour eux et pour tous les acteurs de l'économie sociale, c'est la même position que le chantier, que le statu quo permet
de déployer un accompagnement? Moi, je peux juste rassurer la collègue, l'intention n'est pas là. L'intention, c'est vraiment de libérer les agents du ministère pour qu'ils soient au service direct des pôles. Moi, je considère que c'est un changement administratif. Certaines personnes n'aiment pas que ça va se faire comme ça, mais la loi de l'économie sociale nous donne comme interlocuteur le chantier. Je trouve que c'est normal qu'ils nous aident à gérer ces ententes-là, mais ça de aucune façon, l'intention, c'est de nous éloigner du terrain et de ces gens-là qui font un travail extraordinaire. Je ne partage pas la même vision que le ministre. Je vais continuer à cause du temps qui nous reste. Quand on parle d'économie sociale, on parle d'innovation sociale également. Donc, j'aimerais ça entendre le ministre pour voir comment il voit le rôle et quelle part du financement qui est dédié à l'innovation est spécifiquement réservé à l'innovation sociale et à l'expérimentation de nouveaux modèles collectifs sur le terrain. Bien, c'est drôle que vous posiez cette question-là. Lors de ma préparation, on en discutait d'ailleurs. Puis, moi, je rêve grand pour l'innovation sociale. Jamais notre société a eu besoin d'innovation sociale comme on a besoin actuellement. Fait que moi, je m'attends à ce que ces gens-là nous aident et qu'ils nous proposent des choses. Et il y a du financement qui va être dédié pour l'innovation sociale. On va continuer de financer l'innovation sociale. Et j'ai très hâte de voir les suggestions pour les enjeux de société qu'on a qui peuvent nous apporter. Bien, je pense que sur une chose, on est d'accord, c'est que l'innovation sociale naît quand on a des besoins criants sur le terrain. C'est là où ces idées émergent, puis ça se fait beaucoup par la collectivité. Une façon de le faire, c'est par le transfert des entreprises ou l'acquisition des entreprises. Par exemple, on voit les transferts d'entreprises qui augmentent au Québec. Entre 2015 et 2021, ce sont 25 milliards de dollars d'actifs qui ont été transférés chaque année en moyenne. Environ 80 des sociétés touchées sont des petites entreprises qui comptent moins de 10 employés. Alors, comment vous voyez votre rôle et comment le gouvernement peut envisager de soutenir les transferts d'entreprises et les transformer dans des entreprises d'économie sociale et collective? Et c'est des exemples d'innovation sociale qui viennent soutenir et garder des emplois là où on a une fragilité sur le terrain. Bien, je suis d'accord à 100% avec la collègue. Moi, l'économie sociale est en partie une réponse du transfert d'entreprises ou du reprenariat qui doit avoir lieu dans les régions. Il y a des beaux exemples en région d'entreprises qui normalement fermeraient, mais parce que les travailleurs, les employés décident de faire une coop, on sauve l'entreprise. Il y en a une que j'ai en tête, c'est une centaine d'employés qui ont acheté puis qui sont devenus actionnaires dans une coop. Moi, je pense que c'est un modèle qui est sous-utilisé, notamment en région, pour sauver des entreprises importantes et stratégiques dans les régions. Donc, je suis très d'accord avec la collègue, c'est un modèle qu'on soutient. Et dans toutes les actions qu'on fait sur le reprenariat et dans l'entrepreneurship, on fait la promotion de ce modèle-là. Puis dans les actions de reprenariat, est-ce qu'on a des subventions spécifiques pour la reprise d'entreprises par des collectivités? C'est un modèle qui est appuyé comme les autres. C'est un modèle, c'est une solution, c'est un outil, l'économie sociale. C'est donc le bon outil pour la bonne situation. Des fois, le reprenariat traditionnel est nécessaire. Des fois, c'est du reprenariat collectif. Mais l'important, c'est de l'avoir dans ton gabarit d'outils. Oui, mais tout à l'heure, puis je ne vais pas répéter les arguments, on voit les difficultés pour aller chercher du financement par ces OBNL collectifs, par ces OBNL sociales. Donc, quand vous dites que vous les encouragez comme les autres, est-ce que dans les PAGES ou dans les mesures à venir, il peut y avoir quelque chose de spécifique, comme dans les exemples régionaux, pour ça? En 10 secondes. Il ne faut pas confondre l'aide qu'on donne à un OBNL versus les entreprises d'économie sociale, parce que dans ce cas-ci, ils sont éligibles au financement chez Investissement Québec et autres. Donc, ça ne se compare pas. Merci, Monsieur le ministre.